La verte prairie par H. P. Lovecraft et Elizabeth Berkley. Le très singulier récit au compte-rendu d'impression qu'on va lire fut découvert dans des conditions si extraordinaires qu'elles méritent d'être consignées en détail. Le mercredi 27 août 1913, à 8h30 du soir, la population du petit village côtier de Potawatomi, Maine, USA, fut réveillée par un coup de tonnerre accompagné d'un éclair aveuglant. Et les gens qui se trouvaient près du rivage virent une énorme boule de feu surgir des cieux pour tomber dans la mer à une faible distance en faisant jaillir une prodigieuse colonne d'eau. Le dimanche suivant, un groupe de pêcheurs composé de John Richmond, Peter B. Carr et Simon Canfield prirent dans leur chahut et allèrent jusqu'à la plage une masse métallique pesant 180 kilos et ressemblant, selon les dires de M. Canfield, à un morceau de mâche-fer. La plupart des habitants s'accordèrent à dire que cette masse pesante n'était autre que la boule de feu tombée du ciel 4 jours auparavant, et le docteur Richard Jones, l'autorité scientifique locale, admit que ce devait être un aérolithe ou météorite. En détachant des fragments pour les envoyer à un spécialiste de Boston aux fins d'analyse, le docteur Jones découvrit, pris dans cette masse semi-métallique, l'étrange livre contenant l'histoire qu'on va lire et qui est toujours en sa possession. Comme aspect extérieur, sa découverte ressemble à un carnet ordinaire d'environ 12 cm sur 7 cm et demi et comportant 30 feuilles. Au point de vue matière, cependant, il présente de nettes particularités. La couverture est apparemment faite d'une substance pierreuse de couleur foncée, inconnue des géologues et inclassable, quel que soit le moyen mécanique employé. Aucun réactif chimique ne semble avoir d'action sur cette substance. Les feuilles sont très semblables, sauf qu'elles sont d'une couleur plus claire, et si minces qu'elles en deviennent flexibles. L'ensemble est relié par un procédé que ne comprennent pas très bien ceux qui l'ont étudié. Il permet en tout cas à la substance des feuilles d'adhérer à celle de la couverture. Ces substances ne peuvent actuellement être séparées, et les feuilles ne peuvent se plier, quelle que soit la force qu'on déploie. Le texte est en grec de la plus pure qualité classique. Et plusieurs savants spécialisés de la paléographie déclarent que les caractères sont tracés dans une écriture manuscrite utilisée vers le second siècle avant Jésus-Christ. Il y a peu de choses dans ce texte qui permettent d'en déterminer la date. Mais pour ce qui est du moyen mécanique utilisé, on peut seulement dire, sans aller plus loin, qu'il devait ressembler beaucoup à celui qui consiste à écrire sur une ardoise à l'aide d'un crayon spécial. Au cours des tentatives d'analyse effectuées par feu le professeur Chambers de Harvard, plusieurs pages, principalement vers la conclusion du récit, ont subi, avant d'avoir pu être déchiffrées, des frottements qui les ont complètement effacés. Il en est résulté une perte, pour ainsi dire, irréparable. Ce qui subsiste du contenu de ce carnet a été transcrit en caractères grecs modernes par le paléographe Rutherford et soumis sous cette forme au traducteur. Le professeur Mayfield de l'Institut de technologie du Massachusetts, qui a examiné des échantillons de cette pierre étrange, déclare qu'il s'agit d'un véritable météorite. Cette opinion n'est pas confirmée par le docteur von Winterfeld d'Heidelberg, interné en 1918 comme dangereux ressortissant ennemi. Le professeur Bradley de l'Université de Columbia se tient sur un terrain moins dogmatique. Il souligne la présence en grande quantité dans ces échantillons de certaines substances complètement inconnues et met en garde contre des conclusions hâtives du fait qu'aucune classification n'est encore possible. L'endroit où se trouve ce livre étrange a été trouvé. Sa nature, le message qu'il contient, constituent dans l'ensemble un problème si considérable qu'aucune explication n'a pu seulement être proposée. Le texte, dans la mesure où il a été conservé, est traduit ici aussi littéralement que notre langue le permet, dans l'espoir qu'un lecteur pourra mettre le doigt sur une interprétation et apporter ainsi une solution à l'un des plus grands mystères scientifiques de ces dernières années. C'était un endroit exigu, et je m'y trouvais seul. D'un côté, au-delà d'une bande de gazon ondulant d'un vert vif, il y avait la mer, bleue, étincelante, houleuse. Elle dégageait des vapeurs grisantes. Si abondante était cette exhalaison qu'elle me donnait à dire vrai l'impression d'une fusion entre la mer et le ciel, car le ciel était du même bleu étincelant. De l'autre côté, il y avait la forêt, presque aussi antique que la mer. Elle s'étendant à l'infini vers l'intérieur des terres.
Elle était très sombre, car les arbres étaient d'une taille monstrueuse, luxuriants et incroyablement nombreux. Leurs troncs géants étaient d'un vert affreux qui se mêlait étrangement à l'étroite bande de gazon sur laquelle je me tenais. Plus loin, à une certaine distance de chaque côté de l'endroit où je me trouvais, l'étrange forêt s'étendait jusqu'au bord de l'eau en cachant le rivage et bordant complètement l'étroite bande de gazon. Quelques arbres, remarquai-je, plongeaient même leurs racines dans l'eau, comme s'ils s'étaient insurgés contre toute barrière opposée à leur progression. Je n'apercevais aucun être humain, aucun signe indiquant qu'il n'y en ait jamais eu avant moi. J'étais cerné par la mer, le ciel, les bois, qui s'étendaient jusqu'à des régions sortant des limites de mon imagination. Il n'y avait pas non plus le moindre bruit à part celui du vent dans les branches et de la mer. Seul dans cet endroit silencieux, je me mis à trembler, bien que je ne sache point comment j'étais arrivé là. Que je puisse à peine me rappeler mon nom et mon rang, j'avais l'impression que je deviendrais fou si je ne pouvais comprendre ce qui me guettait. Je me rappelais des choses que j'avais apprises, que j'avais rêvées, imaginées, auxquelles j'avais aspiré dans je ne sais quelle autre existence lointaine. Je pensais aux longues nuits pendant lesquelles j'avais contemplé les étoiles de ce ciel et invoqué les dieux en les conjurant de ne pas permettre à mon âme libérée de traverser les gouffres immenses qui étaient inaccessibles à mon corps. J'évoquais les blasphèmes antiques et de terribles plongeons dans l'univers des atomes de Démocrite. Mais à la remontée de ces souvenirs, je frissonnais de plus belle, en proie à une profonde terreur, car je me savais seul, horriblement seul. Seul, mais cependant proche, d'impulsion, d'essence d'une nature vague et vaste, et je priais pourtant de ne jamais comprendre ni rencontrer pareille sollicitation. Dans le bruit que faisaient en se balançant les branches verdoyantes, je croyais pouvoir déceler une sorte de haine malfaisante et de triomphe démoniaque. Cela me frappait parfois comme un affreux colloque entre des choses terrifiantes, inconcevables, dissimulées à moitié derrière les troncs verts couverts d'écailles, les arbres cachés à ma vue, mais non à ma conscience. La plus oppressante des sensations était celle d'une sinistre aliénation. Je voyais bien autour de moi des objets dont je pouvais dire le nom, arbres, herbes, mer et ciel. Mais j'avais l'impression que leurs rapports avec moi n'étaient pas les mêmes que ceux que j'avais connus dans une autre vie, dont je ne me souvenais que confusément, avec les arbres, l'herbe, la mer et le ciel. Je ne pouvais dire en quoi consistait cette différence. Cependant, je frémissais de terreur lorsqu'elle m'apparaissait. Et alors, en un point où je n'avais tout d'abord discerné rien d'autre que la mer recouverte de brume, je vis la verte prairie. Bien que séparée de moi par une vaste étendue d'eau bleue agitée de vaguelettes ourlées de soleil, elle me paraissait étrangement proche. Je jetais souvent vers les arbres un coup d'œil furtif par-dessus mon épaule droite, mais je préférais regarder la verte prairie, qui me faisait un effet étrange. C'était au moment où mes yeux étaient fixes sur cette singulière bande de terrain que j'ai senti pour la première fois le sol bouger sous mes pieds. Cela commença par une sorte de palpitation qui faisait penser à une action consciente et diabolique. Puis le fragment de berge sur lequel je me trouvais se détacha du rivage gazonné et se mit à s'éloigner, entraîné lentement par quelques courants d'une force irrésistible. Je ne bougeais pas, étonné et frappé que j'étais par un phénomène sans précédent. Mais je restai figé jusqu'au moment où un large chenal se fut ouvert entre moi et la terre boisée. Alors je m'assis, plongé dans une sorte d'hébétude, et je regardai à nouveau les rayons frisants du soleil dans l'eau et la verte prairie. Derrière moi, les arbres et les choses qu'ils avaient peut-être cachées semblaient dégager une menace sans limite. Cela, je le savais sans avoir besoin de me retourner, car plus je m'habituais au décor, moins j'en arrivais à dépendre des 5 sens auxquels je devais jusque-là me fier exclusivement. Je savais que la forêt verte aux écailles me haïssait, et cependant, à présent, je n'étais plus sous sa menace, puisque mon fragment de rivage m'entraînait au loin. Mais un péril dissipé, un autre se dressait devant moi. Des morceaux de terrain se détachaient constamment de l'île flottante qui me supportait, si bien que la mort ne pouvait plus, en tout cas, être très éloignée. Même à cet instant, je croyais avoir l'impression que la mort ne serait plus
la mort pour moi. Car je me retournai de nouveau pour surveiller la verte prairie, envahi par un curieux sentiment de sécurité qui contrastait étrangement avec l'horreur que j'éprouvais en général. C'est alors que j'entendis, à une énorme distance, le bruit d'une chute d'eau. Il ne s'agissait pas d'une cascade banale comme j'en avais connu. C'était un peu de ce qu'on aurait pu entendre dans le lointain pays des Scythes, si toute la Méditerranée s'était déversée dans un gouffre insondable. C'était dans la direction de ce bruit que mon île qui rétrécissait se dirigeait, et j'en étais satisfait, cependant. Loin en arrière se produisaient des choses étranges et terribles, des choses que je me retournai pour voir mais qui me firent frissonner ensuite. Dans le ciel, des formes sombres et vaporeuses planaient d'une manière fantastique, s'attardant au-dessus des arbres en ayant l'air de relever le défi des branches ondulantes et vertes. Alors une brume épaisse s'éleva dans la mer pour aller rejoindre les formes invisibles qui peuplaient le ciel et le rivage devint invisible pour moi. Bien que le soleil, quel soleil, je l'ignorais, ait illuminé brillamment l'eau autour de moi, la terre que j'avais quittée semblait être devenue le théâtre d'une tempête démoniaque, où s'affrontaient la volonté des arbres infernaux et de ceux qu'ils dissimulaient, et celle du ciel bleu et de la mer. Quand la brume se dissipa, je ne vis plus que le ciel bleu et la mer bleue, car il n'y avait plus ni terre ni arbre. C'est dans cet instant que mon attention fut attirée par un chant sur la verte prairie. Jusque-là, comme je l'ai dit, je n'avais rencontré aucun signe de vie humaine, mais à présent parvenait à mes oreilles un chant mélancolique sur l'origine et la nature duquel on ne pouvait apparemment pas se tromper. Les paroles étaient complètement impossibles à distinguer, mais ce chant éveilla en moi une suite particulière d'associations. Me revinrent en mémoire des vers vaguement inquiétants que j'avais jadis traduits d'un livre égyptien et qui, pour leur part, avaient été transcrits d'un papyrus de l'antique Méroé. Des vers que j'avais peur de répéter traversaient mon cerveau, des vers parlant de choses de la plus haute antiquité et des formes de vie datant d'une époque où notre terre était excessivement jeune, de choses qui pensaient se déplacer, étaient vivantes et que, pourtant, ni les dieux ni les hommes ne considéraient comme vivantes. C'était un livre étrange. En écoutant, je devenais progressivement conscient d'une circonstance qui ne m'avait jusque-là intrigué que dans mon subconscient. À aucun moment ma vue n'avait distingué d'objet précis dans la verte prairie. Une impression de verdure fraîche et homogène représentait la totalité de ma perception. À présent, cependant, je vis que le courant allait faire passer mon île à une faible distance du rivage, si bien que je pourrais en apprendre davantage sur cette terre et le chant qui s'y faisait entendre. La curiosité que j'éprouvais à l'idée d'apercevoir les chanteurs avait atteint un niveau élevé, mais il s'y mêlait quelque appréhension. Des débris de gazon continuaient à se détacher de la minuscule bande de terrain qui me transportait, mais je ne regrettais pas pour autant leur disparition, car je sentais que je ne devais pas mourir avec le corps ou l'apparence de corps que j'avais l'air de posséder. Que tout ce qui me concernait, même la vie et la mort, était pure illusion, que j'étais libéré des liens de la mortalité et de l'entité corporelle pour devenir une chose libre, sans lien avec quoi que ce fût. J'avais de tout cela une quasi-certitude. De l'endroit où je me trouvais, je ne savais rien, sauf qui m'avait été jadis si familière. Mes sensations, à part une sorte de terreur hallucinante, étaient celles d'un voyageur embarqué pour un voyage d'exploration, sans fin. Pendant un moment, je pensais au pays et aux êtres que j'avais laissés derrière moi et aux voies étranges par lesquelles je pourrais un jour leur conter mes aventures, même si je ne revenais jamais. J'avais à présent flotté très près de la verte prairie, si bien que les voix étaient claires et distinctes, mais malgré mes connaissances en langue, je n'étais pas en mesure d'interpréter parfaitement les paroles de ces chants. Elles m'étaient, à dire vrai, familières, comme je l'avais vaguement senti quand je me trouvais plus loin. Mais en dehors d'une sensation vague et effrayante du déjà entendu, je ne pouvais rien saisir. Une très extraordinaire qualité des voix que je suis incapable de décrire m'effraya et me fascina sur le champ. Mes yeux pouvaient à présent discerner diverses choses au milieu de la verdure envahissante. Des rochers couverts d'une mousse d'un vert vif,
des arbustes d'une hauteur considérable et des formes de grande taille, moins faciles à définir, qui semblaient se déplacer ou vibrer d'une façon particulière au milieu des bosquets. Le chant dont j'étais si anxieux d'apercevoir les exécutants paraissait plus intense aux endroits où ces formes étaient plus nombreuses et plus nettement en mouvement. Et alors, tandis que mon île glissait plus près et que le bruit de la lointaine chute d'eau s'amplifiait, je vis clairement l'origine du chant. Et l'espace d'un instant horrible, je me rappelai de tout. De ces choses, je n'ose pas parler, car par elles se trouve révélée l'abominable solution de tout ce qui m'avait intrigué, et cette solution vous rendrait fou, comme elle m'a presque rendu fou moi-même. Je sais maintenant quelle transformation j'avais subie, comme l'avaient subi certains autres êtres qui avaient été des hommes, il fut un temps. Et j'ai connu le cycle sans fin du futur auquel aucun être comme moi ne peut échapper. Je vivrai à jamais, je serai conscient à jamais, bien que mon âme implore les dieux de lui accorder la mort et l'oubli. Tout est devant moi, au-delà du torrent assourdissant s'étend la terre de Stételos, où les jeunes hommes sont infiniment vieux. La verte prairie. J'enverrai un message à travers l'abîme, horrible et incommensurable. À partir d'ici, le texte devient illisible.